Chers auditeurs et auditrices sur Alliance 92, l'émission Ambaro en ce mercredi. Invité pour Ambaro de cette semaine, Max Rangetti, bien connu dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de la presse. Il est chroniqueur. Par ailleurs aussi, il a un autre talent, c'est être poète. Mais dans tout cela, c'est aussi un observateur. Max, bonjour. Bonjour Madame Prisca. Je vous remercie de m'avoir donné la parole dans cette émission d'Ambaro et j'attends vos questions en fait. Okay. Il n'y a pas tellement de questions en fait. C'est comme le dit d'ailleurs le titre de l'émission Ambaro, c'est libre parole par rapport à vos observations, vous en tant que Max Rangetti, mais on vous dit aussi atypique. Vous êtes un personnage atypique. Eh oui, effectivement. C'est assez gênant, ma position ici, à Madagascar surtout, parce que, à part le fait d'être un sportif, je suis aussi dans la littérature. Et c'est gênant, les gens n'acceptent pas que je mette les pieds dans leur domaine, en fait. J'ai constaté cela, comme quoi donc les littéraires ne m'acceptent pas comme tel, malgré ma formation littéraire. Mais on vous connaît plus en tant que quoi? En tant que sportif, oui. En tant que sportif. Oui. Parlons de sport tant qu'on y est. Le sport à Madagascar a sa place quand même. Comment voyez-vous les choses? On a eu nos champions du monde de pétanque, oui, par exemple. Dans d'autres disciplines aussi individuelles. Oui, il y a des champions du monde aussi qui sont apparus depuis quelques temps là, surtout dans les disciplines individuelles, effectivement. Oui. Pourquoi ça a décollé de leur côté et pourquoi pas chez d'autres? En fait, comme son nom l'indique, la discipline individuelle ne dépend que de peu de gens. Donc ça dépend de l'effort de l'individu. Tandis qu'une discipline collective, c'est une congrégation de personnes qui s'investit là-dedans. Puisque c'est une congrégation de personnes, il s'avère qu'on a besoin de plus de financement dans les disciplines collectives que dans les disciplines individuelles. Mais après tant d'efforts, c'est méritant alors? Oui, c'est méritant en fait. On a vu là des résultats. Disons aussi que la pétanque est une discipline collective, mais n'empêche, ils sont à 4. 4, c'est encore gérable, viable au niveau financier. Mais quand il s'agit de gérer 15 personnes, comme dans le rugby, ou bien 13 personnes, 20 personnes dans le football, comme ça, l'art devient difficile. Dites-moi, quand on dit sport, on dit donc investissement, s'il est bien clair. Oui, effectivement. On ne fait pas du sport pour du sport. Il faut être accompagné. Non, disons que la passion prime quand même. La passion, pour faire du sport, il faut être passionné. Okay? Mais pour aller vers le haut niveau, il faut un certain investissement. Mais aussi investissement financier. Puisqu'on parle de sport, admettons, et c'est le fait réel, en tout cas, c'est que la population malgache, elle est bien jeune. Et que le sport pourrait être d'élan, d'épanouissement. Exact. Mais qu'est-ce qui a manqué alors pour qu'on ne profite pas de cette opportunité de jeunesse? Ce qui manque, en fait, c'est la priorisation du sport dans la vie sociétale malgache. Actuellement, les gens font du sport pour faire du sport, pour l'entretien physique, et pourquoi pas intellectuel aussi, mais ils ne font pas du sport pour être des professionnels. C'est rare les gens qui veulent être des professionnels dans leur discipline. Inspirons-nous de la pétanque. La pétanque, les gens, quand ils font... La pétanque, c'est un monde à part, en fait, ici à Madagascar. La pétanque, c'est... Ils arrivent à vivre de leur passion. Quand ils jouent à la pétanque, ils jouent toujours de l'argent aussi. Ils jouent toujours de l'argent. Ils vivent de ça. Donc, ils sont habitués à gérer le stress. Ils peuvent en gagner comme ils peuvent en perdre. C'est déjà un formatage de l'esprit à la compétition, tout ça. Parce qu'ils évoluent tout le temps en situation de stress. Et la pétanque, donc, qui peut faire vivre le sportif, car ce sont des sportifs, arrive à performer au niveau international. À cause de cet état de fait, cet état qui existe dans cette discipline. C'est presque même la même chose pour les autres disciplines individuelles, tout compte fait, non? Les autres disciplines individuelles? Oui, mais effectivement, il faut arriver à très haut niveau pour que ça soit rentable, en fait. Il y a un deuxième joueur, si on parle de football, qui n'est autre que ceux qui les soutiennent.
Ce 12e joueur, depuis quelque temps, disparaît du terrain, ne participe plus au jeu. Pourquoi? Le 12e joueur, c'est qui d'après vous? Les spectateurs? Les spectateurs, effectivement, oui. Actuellement, les spectateurs ont disparu des stades. Pourquoi? C'est au fait que l'organisation générale du sport ne s'y prête pas, dans la mesure où ils mettent ensemble le sport corporatif et le sport civil. Le sport corporatif n'est pas, disons, n'est pas porteur en fait. Parce qu'il y a, disons, dans une entreprise, il y a seulement 1 millier de personnes qui viennent les soutenir. Or, on a des stades de 20 000 personnes. Et les 19 000 personnes, qu'est-ce qu'on en fait alors? Donc, il faut changer d'approche. L'approche que je préconise moi-même, c'est de faire un peu comme le rugby. Le rugby, c'est un sport. La dénomination même d'un club, c'est une connotation de quartier. Parce que au rugby, par exemple, il y a les équipes, par exemple, de Dissout, d'Amboutapé, d'Anous B, de Manzakara et ainsi de suite, quoi. Donc c'est tout le quartier qui est sensibilisé pour aider cette discipline. Tout le quartier vient dans les matchs pour soutenir son équipe. Donc les stades se remplissent dans les joutes sportives concernant le rugby. Cependant, dans les sports corporatifs, qui a besoin quand même d'une fédération corporative actuellement, parce que vu l'existence des jeux corporatifs et autres, qui sont des pratiques de loisirs et qui méritent d'être fédérés. Oui, ils méritent quand même leur, comment dirais-je, leur fédération, comme les fédérations affinitaires, le sport scolaire comme le sport universitaire, le sport militaire par exemple. Maintenant, il faut ériger le sport corporatif. Mais voilà du côté du sport, mais le langage aussi, quand l'équipe perd, on entend beaucoup de remarques parfois qui sont très blessantes à l'endroit de l'équipe. C'est toujours la même chose, aucune victoire. Ah oui, quand on parle de football. Par exemple, surtout, voilà, quand on parle de football. Est-ce à dire que le ressenti du mal du citoyen se traduit par qu'ils assistent à une non-victoire et tout se traduit... il faut comprendre une chose, comme quoi le Malgache est actuellement un peuple frustré. Et leur frustration apparaît dans ces joutes sportives internationales surtout. Comme quoi on ne gagne jamais. Et cette frustration aussi, donc, on se retrouve dans les gradins, là où ils s'épanchent vraiment à dire du n'importe quoi sur la vie sociétale et tout, et même les gros mots qui sont légion dans ce milieu. C'est une lassitude? Oui, c'est une façon de... Mais comment voyez-vous les choses là actuellement? Si on parle de la vie sociétale justement, qu'est-ce qui se passe? De vos observations? Oh là là, actuellement on est carrément étranglé par la pauvreté. La pauvreté, cette pauvreté qui nous tient à la gorge carrément, qui est frustrant vu ce qu'on peut voir en termes de signe ostentatoire de richesse. Quand on sort de la maison, il y a une grande différence entre les riches et les pauvres. Les pauvres, donc, eux aussi, ils veulent avoir ce qu'ont les riches. En termes de New Tech, par exemple, en termes d'habillement, en termes de transport et tout. Mais ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc ça occasionne énormément de frustration. Ils vivent dans la pauvreté extrême. Et à côté, ils cohabitent avec les riches. C'est normal qu'actuellement, il y a énormément de délits et crimes. Et on dit que le pays est riche, mais c'est la population qui est pauvre. Mais attention à la pauvreté. Oui, la pauvreté, il y a la pauvreté financière, mais ça s'accompagne surtout de pauvreté intellectuelle aussi. Expliquez-nous ça. En fait, cette pauvreté intellectuelle, c'est surtout, ça a un rapport aussi avec l'éducation. L'éducation, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de, disons,
de recherche, il n'y a, il y a pas assez de culture. Donc, tout cela... On a perdu nos valeurs, vous voulez dire? On a perdu des valeurs culturelles énormes. Énormes. Si vous voyez là la régression de la société actuelle, où il n'y a plus le sens de l'éthique. Donc ça, c'est une pauvreté intellectuelle énorme. Le manque d'éthique dans tous les domaines. Mais ceci est dû à quoi? Toujours de la pauvreté, ou est-ce que c'est à vouloir non, mais sauver sa peau? En fait, c'est l'articulation de beaucoup de choses. Du système éducatif, du contexte sociopolitique. Ça compte. Ça compte énormément dans la pauvreté. Et puis, surtout, quand je dis contexte sociopolitique, par exemple, on dirait qu'on entretient la pauvreté chez nous. On entretient la pauvreté carrément parce que, disons, par exemple, au niveau des banques, les banques ne prêtent qu'aux riches. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de quoi où s'accrocher. Mais c'est terrible cette vie. Les banques ont besoin de solvabilité. Les malgaches ne sont pas solvables, disons. Donc, tout ça, c'est les petites et moyennes les petites et moyennes entreprises. Bon, si vous avez vu là récemment, il y avait un jeune, qui miraculeusement a réussi au niveau africain. Je ne sais pas comment il s'appelle déjà là, mais c'est miraculeux tout ça. Et justement, c'est pour ça qu'on fait disons, qu'on l'encense quoi. On l'encense tellement actuellement, c'est super. Il faut aider ce jeune-là. Mais on espère aussi que beaucoup de jeunes malgaches arrivent à ce stade. En sens parce que il est le seul. Ce n'est pas tous les malgaches qui réussissent comme ça. Par exemple, ceux qui réussissent au niveau africain, j'en connais un, deux, carrément, ce jeune homme. Puis peut-être Guanomad qui a fait son tour aussi au niveau africain. Guanomad d'Eric Rajona. Et ce sont des gens qu'il faut aider, qu'il faut encenser, prendre pour exemple. À vous entendre, Max Rangeté, c'est comme si le citoyen attend quelque chose. Oui, le citoyen. Vous peinez de cette inertie. Oui, le citoyen attend quelque chose, attend de l'État. Parce que, vous voyez, comme on dit, le business, disent les malgaches. Cette culture du business émane carrément de nos dirigeants, à l'instar de Ravalman et de Radjuel, par exemple. Ce sont des gens qui ont réussi. Businessman. Quand je dis business, c'est businessman. Ouais. Quoi. Ce sont des self-made men qui ont réussi, et tant mieux pour eux. Mais le petit problème qui existe là, c'est que les jeunes veulent les imiter, attendent le business qui enrichit. Parce que vous avez dit qu'on a besoin de modèles, alors on avait les modèles alors. On avait des modèles, mais est-ce dans le bon sens du terme? C'est ça le hic. On ne veut pas attendre et suer commencer dès le début. Attendre la sueur de son front pour gagner. Tous les malgaches là sont dans le mode attente. Qu'on leur serve ou d'observation? D'observation, qu'est-ce qui va se passer, sur quoi je vais me jeter, et tout. Vous voyez, déjà même. Là, on fait on passe du coca là, comme quoi, donc, avec l'arrivée des supposés 10 milliards de dollars, tous les malgaches sont à l'affût du trajet de ces milliards-là en ce moment. Ils veulent être partie prenante de tous les projets pour pouvoir fonctionner un peu de la manne qui vient là, en termes de milliards de dollars. Tout le monde sont à l'affût, et des fois, on se pose la question, qui est-ce qui va en bénéficier? Est-ce que ça aura une retombée sur la population, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça, Loïc. Justement, je voulais dire cela. Comme quoi, donc, est-ce que ce sont toujours les opérateurs qui vont bénéficier de cela? Ou bien, est-ce qu'il y aura une retombée qu'on attend depuis le temps, des retombées sur la population?
C'est ça. Mais la population, elle est toujours victime, tout au compte fait, quand sûr. on parle de transport, quand on parle C'est sûr. d'alimentation. Tiens, il y a eu le cyclone qui est passé. Cette vulnérabilité, justement, de la population, qui profite de ce désarmement du citoyen. En fait, quand la population est tellement faible financièrement, sociétalement, ils vivent toutes. Cette population vit dans la précarité carrément. C'est là que s'installent les multinationales. Ça donne un certain avantage aux multinationales, comme quoi tout leur est facilité. Parce que les Malgaches ne peuvent pas s'installer pour eux-mêmes. Manque de financement. Les opérateurs étrangers s'installent de partout, plus que les miettes. Est-ce que c'est pas une occasion pour le Malgache, justement, de trouver du travail, par exemple, à travers ça? Oui, ça crée quand même des emplois. Ouais. Ça crée des emplois, mais c'est pas à l'instar de ce qu'on attend d'eux. On est payé au minimum, mais vous savez pas à quel point. Le minimum dans le monde carrément. Mais Presque. C'est pour un même travail, le Malgache est payé 20 fois moins qu'un étranger. Mais voyez-vous, Max Ranjete, il y a une phrase malgache qui le dit très bien, Sichanye. Oui, on est dans le Sichanye en ce moment. On n'a même plus la force de s'ériger contre un système politique qui nous est pas favorable. Parce que on est dans le domaine de survie actuellement. Carrément. Carrément. C'est ça. Et pour sortir de cette survie? Il faut travailler au jour le jour. Les gens qui travaillent au jour le jour, c'est légion là maintenant. Tout le monde le fait. Parce qu'il faut survivre. Et on vit avec... Il y a la population qui vit avec moins d'$1 la journée carrément. Sans parler des autres régions qui n'ont carrément rien. Ouais. La majeure partie de la population malgache, en fait. Le changement 90, climatique. on peut imputer ça au changement climatique et autres, mais écoutez, c'est cette pauvreté grimpante. Mais on est passé de régime à régime, marxisme, socialiste, maintenant on parle de démocratie. Qu'est-ce qui nous convient tout compte fait alors? Parce qu'on a presque tout essayé. Hein. La démocratie, pour moi, c'est un objectif. On ne mérite pas encore la démocratie là maintenant. Pourquoi? Disons que... Les politiciens se battent pour l'avoir. Mais... Ah oui, mais c'est ma façon de voir les choses en fait. Oui, allez-y. Vu donc le niveau intellectuel des Malgaches, parce qu'ils confondent la démocratie à l'anarchie. Donc, si vous voyez la vie actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les rues de Tananarive? C'est la course contre les vendeurs à la sauvette, là, et tout. On essaie d'éradiquer ce genre de pratique, mais on n'y arrive. On n'arrive pas. Donc, mais ce sont des gens qui sont là, ils s'en fichent pas mal du fait qu'on les pourchasse. Ça devient un jeu pour eux. Manofangala pire en malgache. Cache-cache. Cache-cache. Ça devient un jeu. Moi, la démocratie, pour le moment, vu le niveau intellectuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas encore pour nous. Je suis sûr que je vais me faire matraquer par cette façon de voir les choses. Mais c'est du réalisme. C'est du réalisme. Donc, pour le moment, ce que moi, je préconise, c'est le régime fort. Un régime fort. Mais proche de la dictature. Mais, comme je dis, dictature, c'est dangereux ce que je dis là. Parce que sur le front des gens, on va essayer de chercher quelqu'un, donc. Mais sur le front des gens, c'est pas marqué qu'il serait un dictateur éclairé. Oui, mais on va dire aussi dictature, on va penser armée aussi. Exact. Donc, et comme l'armée en ce moment n'est pas un bon exemple. Ah oui. Avec les problèmes d'Atsakabar et autres là. C'est pas un bon exemple actuellement. Qu'il y ait une remise en question de ce milieu de l'armée. D'accord. Un peu plus d'éclaircissement, s'il vous plaît. Bon, en fait, il faut qu'ils se reprennent en main, quoi. Parce que armée... Pardon, excusez-moi, c'est l'éthique, là? Oui.
Ouais. Parce que l'armée est censée protéger la population. Et c'est le contraire qui se passe actuellement. C'est elle qui est la fossoyeuse de la vie sociétale malgache en ce moment. Quand vous voyez dans les journaux, quand il y a des braquages un peu partout, il y a toujours... Ils sont toujours acteurs? Ils sont toujours acteurs là-dedans. En tant que prêteur d'armes, en tant que vendeur d'armes, en tant que bandit carrément. Et ça inquiète. Ça inquiète. On vit dans l'angoisse permanente là en ce moment. Parce que l'armée ne fait plus ce qu'on attend d'elle. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est toujours cette pauvreté ambiante. Est-ce qu'ils sont assez payés? Non, mais on peut dire que l'armée est mieux payée que les autres là en ce moment. C'est ce qui a été dit. Hein? Oui. Oui. Mais en termes de gains, tout ce qu'on donne ne suffit jamais. Alors imaginons le citoyen pauvre déjà. Le pauvre n'a plus le cœur à se battre. Vous savez, si des gouvernants dans d'autres pays se sont comportés comme les nôtres, ils auraient déjà sauté. Le peuple serait déjà révolté sur ce. Mais les Malgaches sont dans la division. Donc, quand je dis division, en fait, par exemple, en Tananarive, il y a tellement de gens qui viennent des périphéries régionales. Des périphéries, disons, du milieu rural, ou bien de la région, des autres régions, côtières et au plateau. Et cela fait que des tas d'us et coutumes existent dans la région même d'Antananarive en ce moment. En ce moment, on est à 3 millions d'habitants, pourtant, cette ville ne peut recevoir que de 500 000 habitants. Avec les us et coutumes qu'on ramène d'autres régions aussi, ça fait en sorte qu'il y ait énormément de divisions dans la population tananarivienne. C'est dangereux? En fait, c'est pas si dangereux que ça pour les gouvernants. Parce que cette division, le résultat de cette division, c'est que il est difficile de les rassembler pour des grèves quelconques. Vous voyez? Donc, la population malgache est tellement difficile à rassembler pour faire un coup d'État ou quelque chose comme ça. Et tant mieux pour nous. Mais le problème de cet état de fait, c'est que des gouvernants peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de... Ils savent la faiblesse de la population, exact. Vous voulez dire. Exact. Ouais. C'est pas de la manipulation, ça. Ouais. Que voulez-vous? La population, elle attend aussi, les gouvernants dirigent à leur manière, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Mais comment sortir de l'impasse alors? Vous avez déjà dit régime fort, oui, mais pour le réveil d'un citoyen, ça veut dire quoi? Travailler? Travailler, surtout, toute évolution doit passer par la réforme de l'éducation. Vous voyez? Qui dit éducation, dit en majorité s'occuper de la jeunesse. On y revient. Non. Former intellectuellement la population pour le respect des éthiques. Est-ce qu'ils connaissent les éthiques là maintenant? Non. Ils ne connaissent même pas. Encore moins le civisme. Le civisme, il n'y a rien. Donc, ça va nous prendre encore des années. Est-ce qu'on y arrivera? Sans régime fort, est-ce qu'on y arrivera? J'en doute pas. Sinon, on aura un pied dans la tombe carrément. Oui, mais les autres pays avancent, même dans les autres pays avancent, parce que les gens réagissent. Nous, on n'a même plus le cœur à réagir. C'est grave ce que vous dites là quand même. Ah oui. On n'a plus, parce que en termes de réaction, regardez, qu'est-ce qui s'est passé là? En 2009, et c'était quand aussi c'est un grand mouvement sociétal là. 2002-2009. 1991. On a dû passer des périodes très difficiles.
pour relever la tête, c'était dur aussi. Ah oui, c'est pour se relever. C'est ça. On a dû passer par énormément de choses et on ne veut plus. Les gens ne veulent plus. Donc vous voulez dire, puisque là, il y aura les élections, on parle un peu politique, c'est une occasion aux citoyens de prendre en main son futur. Et c'est comme ça dans le monde carrément. C'est une occasion pour tous les citoyens de se reprendre. Mais est-ce que ce serait le cas ici à Madagascar? Parce que nos citoyens, ils sont facilement achetables aussi par les politiciens. Vu la pauvreté? Vu la pauvreté. Avec seulement 2 kilos de riz, ils ont une vote. On est parti de l'éthique et on revient à l'éthique, parce que tout tourne autour de cela. Mais Max Rangetti, vous aimez aussi prendre la plume? Oui, j'adore. Ouais. Et c'est le poète, je m'adresse ici au poète, du modernisme à travers l'esprit malgache. C'est ce que j'ai ressenti à travers juste 2 strophes. Ça vous est venu comment? En fait, vous savez, je ne savais même pas à un certain moment de ma vie. C'était en 1987, je m'en souviens très bien. J'habitais encore la Suisse en ce temps-là. C'est venu comme ça. Je voulais faire pour ma petite fille, pour ma fille, Tatou, un petit poème, un gentil. Donc je ne savais même pas que je savais faire des rimes. Hein? J'ai essayé un petit strophe et j'ai réussi. Mais ça a l'air de marcher ce truc-là. Puis j'ai continué et je me suis prise au jeu. Dans un premier temps, d'abord, je faisais de la versification. C'était ça ma poésie. Puis j'ai dit, mais non, on peut mieux faire. Je cherche toujours l'excellence, quoi, dans ce que je fais, dans tout ce que je fais. Je me suis dit, mais on peut faire mieux. Puis j'ai commencé à m'apercevoir que pour être un vrai poète, il faut quand même une édulcoration des mots. Donc, j'ai dit, il faut pas dire tout de suite le mot, mais il faut procéder par certaines métaphores. Et j'ai compris que la poésie, c'est beaucoup de métaphores. C'est une évasion par rapport à ce carrément, c'est une fuite. Une fuite, oui. Une fuite. J'étais un peu dépressif. Vous savez, moi, je fume pas, je bois pas, presque pas, disons. Et quand je suis un peu dépressif, c'est là que me viennent mes inspirations, en fait. Et donc, cet état dépressif me booste dans la poésie. J'ai besoin d'orner ma tête, qui était chamboulée par le fait que j'étais loin de mon pays, vous voyez. Et j'ai besoin de les orner par des bons mots, comme ça. Ouais. Donner un peu d'humeur, d'excellence à la vie aussi. C'est comme quelqu'un qui orne son habitation, par exemple. Moi, c'est dans ma tête que je voulais donc... Et pourtant, vous le partagez merveilleusement bien. J'essaie. J'ai osé donc signer de mon propre patronyme, carrément, Max Rangetti. Pourquoi? Parce que je me suis dit, un poème, c'est fait pour être lu, écouté. Pourquoi se cacher? Moi, j'ai toujours assumé ce que j'ai fait. Dans ma vie, j'ai toujours assumé. Je ne me cachais pas. Donc, je me disais, pourquoi pas? Et maintenant que je suis dans la ligne droite de mon parcours de vie, vous voyez? C'est-à-dire que je suis vieux en ce moment, mais je dis, je peux dire ce que je veux maintenant. Ça choquera personne. Peut-être qu'à 35 ans ou à 45 ans, j'aurais rien dit, je me serais tué. Mais là, maintenant, je m'en fous. Vous avez eu un barreau pour le faire, justement, l'émission. Vous avez eu un barreau pour le